Je n'aurais jamais pensé être impliqué dans une telle affaire, mais il semble que le destin ait prévu quelque chose. En septembre 1976, le jeune spécialiste que j'étais à l'époque s'est vu remettre la clé du plus terrible des secrets, que j'aurais dû éviter, comme je m'en suis rendu compte trop tard. À l'époque, je travaillais au Centre de recherche spatiale, où je participais à la maintenance de la documentation sur le programme lunaire. Celui-ci avait officiellement pris fin quelques années plus tôt, lorsque le public avait vu les dernières images ramenées de la Lune. Tout le monde pensait qu'Apollo 17 était la dernière mission. Mais ceux qui étaient un peu plus proches du cœur des projets savaient qu'il se murmurait dans les couloirs qu'en réalité, Apollo 18 se préparait en secret. Je commencerai par le fait qu'en décembre 1975, les dirigeants de l'agence spatiale, appelons-les simplement des scientifiques de la NASA, pour ne pas mentionner de noms inutiles, ont reçu d'étranges photos prises par un satellite automatique et ont examiné la surface de la Lune à la recherche d'anomalies. On a détecté des taches de terrain qui s'assombrissaient. On a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un jeu d'ombre ou d'un dommage causé par un film, mais après une analyse plus approfondie, il s'est avéré que ces zones ressemblaient à des cercles aux contours précis, s'enfonçant dans les profondeurs, comme des trous allongés, mais autour d'eux, il y avait des formations étranges qui ressemblaient à des bandes torsadées de lumière et d'obscurité. Il ne s'agissait pas de cratères, de roches pétales volcaniques ou de fissures ordinaires, et leur disposition était improbable, comme si elles avaient été forgées à dessein. Des mois se sont écoulés. Le satellite a envoyé une nouvelle série d'images. Quelques-uns de ces cercles montraient clairement qu'à l'intérieur des zigzags artificiels étaient visibles, comme une spirale descendant vers le bas, comme un tunnel. Lorsque les scientifiques ont essayé d'évaluer la profondeur, les instruments ont échoué, refusant de mesurer correctement. Tout cela est arrivé sur le bureau des responsables du programme dans le plus grand secret. Pour une raison ou une autre, il a été décidé de ne pas partager de telles découvertes avec le monde entier. Je n'avais pas d'accès direct à ces photos à ce moment-là, mais j'ai entendu dire « il y a quelque chose sur la Lune et nous ne pouvons pas l'ignorer ». Un groupe de scientifiques avait convoqué une réunion d'urgence en janvier 1976. Le compte-rendu, que j'ai jeté un coup d'œil, j'ai réalisé tardivement que je n'étais pas censé le faire, parlait de portail ou de pas de porte et utilisait un mot étrange, point de basculement. Je suis ensuite tombé sur des lignes évoquant le projet Apollo 18 et la possibilité d'envoyer 3 astronautes sur place pour étudier le phénomène. Pour moi qui baignais dans la documentation habituelle et qui croyais aux rapports officiels, tout cela semblait être une incroyable fiction. Mais au printemps 1976, je me suis rendu compte que tout était réel. Je fus soudain convoqué dans un petit bureau où était assis un homme en costume d'affaires, sans signe distinctif. Il me tend un dossier contenant des extraits sur cette zone très inhabituelle de la Lune. Il m'a dit « Vous travaillez maintenant pour une équipe intra-agence. Ne posez plus de questions et ne divulguez plus rien, sinon vous passerez en cour martiale. » Bien sûr, j'ai eu peur, mais j'étais aussi curieux. Quelle était cette nouvelle mission que personne ne devait connaître? Tout ce qu'on m'a dit de faire, c'est d'organiser les données, de coordonner tous les dossiers techniques, de suivre les étiquettes, et pas de mots inutiles. J'ai donc commencé à remarquer des bizarreries. Des équipes de techniques silencieuses parcouraient soudain les entrepôts, rassemblant les pièces d'un vaisseau de type Apollo. À plusieurs reprises, je suis tombé sur des documents portant la mention « ne pas publier » ou « réservé au département ». Tout indiquait que dans l'un des hangars, à l'écart des pavillons principaux, on construisait à la hâte une fusée. Bien sûr, contrairement à la déclaration officielle selon laquelle toutes les missions habitées vers la Lune avaient été annulées. Un jour, en passant devant les boîtes fermées,
j'ai remarqué la maquette d'un module lunaire avec un équipement peu familier. Je pouvais y voir des supports pour quelque chose qui ne ressemblait pas à des instruments scientifiques, mais plutôt à, je ne sais pas, des modules de défense ou des boîtes doublées de plomb. Difficile à dire. Le soir, lorsque je suis retourné à mon bureau, j'ai trouvé des traces de pas derrière moi, comme si quelqu'un avait fouillé mon bureau. Le soir même, on m'a prévenu que si je voulais conserver mon poste de travail et ma liberté, je ne devais pas fouiller là où on ne me le demandait pas. Vers de la fin du mois de mai, l'équipage de Apollo 18 s'est formé. 3 astronautes, dont les noms n'ont jamais été mentionnés dans l'histoire officielle. Pour le grand public, leur identité était restée voilée. Je n'ai vu que des désignations codées, commandant, pilote du module, spécialiste de la recherche. Et parfois, il y avait un vrai nom. Je l'appellerai Timur. Nous avons décidé conventionnellement qu'il pouvait avoir un nom étranger, mais suivant les instructions, nous nous contenterons de la version russe. C'était un ancien pilote militaire, un homme aux nerfs d'acier. Je me souviens l'avoir vu en passant dans le couloir. Grand, le regard pénétrant. Il marchait avec un dossier sous le bras, les gardes sur ses talons. Il disait qu'il avait été choisi parce qu'il avait effectué à plusieurs reprises des missions où il avait dû prendre des décisions rapides au bord de la folie. Fin juillet, l'assemblage est presque terminé. La fusée est sortie de nuit, littéralement sous le couvert de l'obscurité, afin de ne pas attirer l'attention. Pas un mot dans les journaux. Les gens dormaient paisiblement. Rien n'indiquait qu'un lancement secret vers la Lune était en préparation. Le site de lancement n'était pas le grand site habituel avec une foule de journalistes. Il s'agissait d'un complexe de secours situé à une certaine distance de la zone principale. Une plateforme de lancement y a été érigée, cachée parmi des entrepôts et des bâtiments de service. C'est ainsi qu'arriva le mois d'août 1976. La date de lancement fut fixée au 2e jour. À ce moment-là, j'étais assis dans une petite salle d'opérateur où l'on me plaçait au cas où l'on aurait besoin d'extraits urgents des archives. La version officielle pour la base était qu'il s'agissait d'une sorte d'essai de lancement d'un véhicule aérien sans pilote, et beaucoup ont appris qu'il s'agissait d'un exercice d'entraînement pour les calculs. Mais je savais qu'il y avait 3 personnes dans la fusée. La nuit précédant le lancement, je souffrais d'insomnie. Dans ma tête, je pensais « Quels sont ces portails sur la Lune ? Est-ce vraiment vrai ?» Le jour du lancement de X, personne n'a diffusé d'émissions en direct, ni rassemblé de journalistes. Tout s'est déroulé dans le silence. À 14h14, heure locale, le moteur s'est mis à rugir dans un bourdonnement sourd et la fusée a commencé à s'élancer dans le ciel nocturne. Assis à la console, je ne vois sur le moniteur que des indicateurs statiques de télémétrie. Altitude, vitesse. 3 points verts verde sur l'écran symbolisaient déjà l'état des astronautes. Bientôt, ils sont entrés en orbite, ont effectué quelques virages. Tout se passe bien. Puis il y a eu l'impulsion vers la Lune. Personne ne s'est réjoui, personne n'a applaudi. L'atmosphère était maussade et professionnelle. Je me souviens du visage tendu d'un ingénieur qui, dans un accès de nervosité, a murmuré « Pourquoi faisons-nous cela ? Nous ne savons pas ce qu'il y a là-dedans. » Mais il a été rapidement calmé. Le chef de service s'est contenté de siffler sèchement qu'il ne fallait pas s'arrêter. C'est un ordre d'en haut. Ils veulent de savoir s'il y a vraiment des objets anormaux qui se cachent là et s'ils peuvent être utilisés. Lorsque j'ai demandé ce que signifiait « utiliser », il m'a jeté un regard qui m'a fait comprendre qu'il valait mieux se taire. La mission Apollo 18 a duré plusieurs jours. Je surveillais les écrans sombres, recevais des signaux du vaisseau et essayais de ne pas ressentir un frisson intérieur. À un moment donné, le premier message alarmant est venu de l'intérieur. Nous voyons des éclairs étranges qui ne ressemblent pas à des reflets solaires normaux. C'est comme s'il y avait un scintillement venant de la face cachée de la Lune.
Des capteurs spéciaux l'ont détecté, mais personne n'a pu expliquer ce qui pouvait se refléter là. Au centre spatial, on ne fait que murmurer. Les données sont transmises de quelque part par des canaux fermés, et la réponse est ferme. Arrêtez de divaguer, exécutez la mission. Lorsque le vaisseau a atteint l'orbite quasi-lunaire, l'équipage a pris quelques photos de la surface, de la zone de l'anomalie, signalée par le satellite. Les paysages les plus étranges s'offrent à nous. Des bords de cratères blanchâtres, des ombres noires. Mais là où il ne devrait y avoir que des roches et de la poussière, l'appareil photo capte quelque chose de déformé. C'était comme si l'air tremblait, alors qu'il n'y a pas d'air sur la Lune. Ou comme si la lumière se brisait dans un ballon transparent. Ces taches floues défient toute explication simple. Il y avait également un entonnoir entouré d'un anneau parfait, comme s'il était travaillé par une sorte de four de fusion. Ils ont atterri dans cette zone après une série d'approbations de la Terre. Nous étions tous conscients que l'opération était extrêmement dangereuse. La surface pouvait être instable. Mais l'ordre est arrivé. Nous atterrissons. Le compartiment de recherche est prêt. Nous allons mener un programme accéléré. Le moment de l'atterrissage est arrivé. Apollo 18 se sépara du module lunaire et 2 membres d'équipage durent en descendre, tandis que le 3e restait en orbite. La télémétrie a montré un atterrissage difficile, un peu secoué, mais tout allait bien, bien. Nous avons écouté la respiration des gens dans les écouteurs, leurs brèves de conversation. Timur a été le premier à sortir, sa combinaison spatiale légèrement renforcée, comme je m'en suis rendu compte, par des capteurs inhabituels. Une caméra vidéo fixée à son casque transmettait une image statique en noir et blanc. Des amas de régolithes et de blocs rocheux s'élevaient à l'horizon, et au loin, quelque chose clignotait, presque imperceptiblement. Un peu plus loin, nous apercevons le bord d'une profonde dépression, ce très étrange gouffre, appelé le cercle sur les photos. Timur se dirigea lentement vers le bord, faisant bruisser ses bottes sur la poussière de lune. Je vois des murs très lisses. Sa voix était légèrement déformée. « Attention !» répond le second astronaute, qui le suit en tenant fermement ses outils dans les mains. La caméra s'inclina, révélant que la surface intérieure de ce haut cercle était effectivement polie, d'une manière ou d'une autre, anormalement lisse, brillante, alors que dans le vide lunaire, tout aurait dû être couvert de poussière depuis longtemps. On avait l'impression que quelqu'un avait récemment nettoyé ce canal. Le diamètre du trou était d'environ 15 mètres, et il était impossible de voir la profondeur. Tout était plus sombre, en dessous, en s'enfonçant dans la pénombre. C'est alors que leurs équipements commencent à dysfonctionner. Les flèches des instruments se mettent à tressauter, enregistrant un étrange champ électromagnétique. Sur Terre, les ingénieurs murmurent « Ah, que se passe-t-il là-haut? Une panne de capteur ?» Timur s'approche prudemment, déploie un appareil de type GPR, mais il crépite d'interférences. Le son était désagréable, il coupait l'oreille. Et soudain, sur l'une des images, la caméra a capté un éclair de lumière, comme si une certaine torche avait brillé dans les profondeurs du tunnel. Tous les membres de notre centre se sont regardés. D'où pouvait venir cette lumière? La lune est froide et sombre. Commandement, Timur s'est adressé à la Terre. Il y a manifestement de l'activité ici. Permission d'aller plus loin? J'ai vu les chefs de mission pâlir, mais après quelques 2 minutes d'hésitation, ils ont répondu « Vous devez accomplir votre tâche, allez-y ». Ils ont donc commencé à descendre à l'intérieur en utilisant des cordes et des mousquetons de sécurité, bien que la gravité soit plus faible sur la Lune. Mais le risque de tomber dans l'abîme n'a pas disparu. Au même moment, le signal de la caméra a commencé à perdre de sa clarté. L'image était couverte d'interférences. À un moment donné, il y a eu un bruit sur les ondes, comme des centaines de chuchotements.
Beaucoup de gens ont pensé qu'il s'agissait simplement d'interférences de radio dues au champ anormal. Mais j'y ai distingué distinctement quelque chose comme des sons saccadés, presque rythmés. Finalement, Timur a fait un rapport. Nous voyons une arche noire. Pour être exact, elle semble noire, mais à la lumière de la lanterne, elle présente un éclat mat. Nous en avons eu le souffle coupé. Il y avait en effet sur la caméra un contour qui ressemblait à une arche, et l'air vacillait autour alors qu'il n'y a pas d'air sur la Lune. « Oui, ça bouge », confirme son partenaire. « C'est comme une porte vers le vide. » Les secondes s'écoulent comme une éternité. Je regarde avec impatience les astronautes s'arrêter à quelques mètres de cette mystérieuse formation. Soudain, un rayon ou un éclair en jaillit, illuminant la roche. Un cri douloureux se fait entendre. Les capteurs de la console s'allument en rouge. Que s'est-il passé? Les superviseurs se lamentent. Timur se contenta de crier « Je ne comprends pas, ça pulse ». Puis le son disparaît, l'image s'estompe. Une énorme alarme a été déclenchée. Après de longues secondes, la connexion est rétablie. Commandement, ici Timur. Ça va, j'ai une douleur aiguë à la tête, mais je tiens bon. Mon partenaire semble aller plus mal. Un deuxième astronaute apparaît sur la caméra. Il est assis sur ses genoux, se tient à son casque et répète « Elle appelle, elle appelle, elle appelle ». Il a manifestement des problèmes mentaux, comme si quelque chose lui était entré dans la tête. Timur tente de le secouer, mais sa voix est également cassée. De retour sur Terre, ils ne savaient ni pas quoi faire. Ils décident de leur ordonner d'urgence de retourner dans le module. Mais Timur prend soudain la parole. « Je vois un passage. Il nous faut au moins un pas. » Cela semblait étrange, comme si quelqu'un les incitait à continuer. Les interférences se répètent. Bientôt, la caméra produisit des fragments chaotiques. Un faisceau de lampes de poche glissant sur les murs, la surface d'une matière extraterrestre. Une lumière pulsante quelque part dans les profondeurs. Puis, un gros plan sur le visage de Timur, les yeux dilatés, la peur et l'obsession en même temps. Les mots sortent de sa bouche. Ici, quelque chose qui dépasse la réalité. Après cela, l'image s'est cassée. La connexion s'est complètement interrompue. Au centre, nous avons passé toute la nuit à essayer de rétablir le contact. Le troisième astronaute, resté en orbite, nous contactait périodiquement, signalant que les combinaisons du spatial de nos camarades émettaient encore quelques signaux, mais très faibles. Il a reçu un bref mot de Timur. Nous sommes à l'intérieur. Tout d'un coup, il est clair que les deux hommes ne sont pas retournés dans le module. Ils avaient donc pénétré plus profondément dans cette arche noire. Logiquement, si la mission était hors de contrôle, ils auraient dû être rappelés et le module retourné au vaisseau. Mais les ordres venus d'en haut étaient différents. Faites attendre le pilote orbital. Il doit les recevoir s'ils reviennent. Avec cette instruction, plus personne ne doutait que ceux qui dirigeaient l'opération voulaient absolument connaître le secret qui se cachait là. Peut-être espérait-il que les astronautes reviendraient avec des informations après tout. Les jours passent. Les communications avec l'extérieur restent désespérément muettes. En orbite aussi, la tension est palpable. Le pilote restant ne peut pas attendre indéfiniment. Le carburant et les ressources sont limités. Je pouvais voir les visages désespérés des dirigeants. Ils ne savaient manifestement pas quoi décider. Finalement, après plusieurs jours, on a dit au pilote en orbite « Retournez au vaisseau ». L'homme s'est interrogé. « Et eux, Timur et le partenaire ?» Mais il a reçu une réponse sèche. « Nous ne pouvons pas vous perdre aussi. » Terminez la mission. Lorsque le module lunaire s'est désamarré et a décollé pour rejoindre le bloc orbital, un silence de mort a régné dans le quartier général. Tout le monde l'a compris. La mission a échoué.
Mais le pire, c'est que les deux hommes n'existent officiellement pas et que leur mort ne peut être pleurée publiquement. Les dernières manœuvres ont lieu. Apollo 18 quitte le voisinage de la Lune et se dirige vers la Terre. L'équipage est composé d'un héros accablé par le chagrin. L'atterrissage se déroule dans le plus grand secret, sans fanfare. Le pilote a été immédiatement transporté dans un hôpital fermé et le vaisseau dans un hangar isolé. J'ai reçu l'ordre de préparer un rapport consolidé et de garder toutes les références secrètes. L'histoire aurait dû s'arrêter là, mais non. Une semaine après le retour du pilote, une nouvelle série d'horreurs a commencé. Le pilote est sous perfusion, parle à peine et présente les symptômes d'un trouble psychologique grave. Mais il délire. Ils ont franchi le portail. Il n'y a pas de temps à perdre. Je les entends crier. Les médecins enregistrent des pics de température. Et, une nuit, il se lève brusquement du lit et s'en prend à l'officier de service en criant « Ils viennent de nous chercher! Ils viennent de nous chercher! Nous avons ouvert la porte !» Après cet incident, le pilote a été transféré dans un service plus fermé. On disait que son cerveau avait été exposé à un champ anormal dont les restes continuaient d'agir. De ces phrases décousues, j'ai appris que pendant le bref instant où il y avait une connexion, il parvenait à avoir un pouls étrange. C'était comme si Timur avait établi un contact pendant un moment. Sommes-nous en train de voir des êtres ou des images? Il était difficile de dire où la réalité s'arrêtait et où les hallucinations commençaient, Barudi. Mais ces paroles ont été chuchotées dans son dos. On y entend des voix qui n'appartiennent pas à l'homme. Elles appellent les ténèbres. Certains ingénieurs pensaient qu'il s'agissait de l'effet de rares rayons cosmiques. Mais dans les coulisses, on spéculait officieusement sur quelque chose de surnaturel. Imaginez un portail sur la surface inanimée de la Lune. Où va-t-il? Et y a-t-il une chance que quelqu'un ou quelque chose puisse en sortir? Cela fait des mois. La direction a essayé de colmater toutes les fuites. En surface, tout semblait normal. Mais je voyais bien qu'il y avait une atmosphère nerveuse dans le centre. Les gens se regardaient avec méfiance. Et puis, en novembre 1976, de nouvelles données provenant de sondes automatiques sont arrivées. Près de la même zone de la Lune, ils ont remarqué des fluctuations, voire des flashs thermiques, comme si quelque chose avait changé la structure du sol. Et puis, il y a eu un nouvel incident. Dans l'un des laboratoires, où ils étudient l'échantillon de roches lunaires apporté par le pilote, qui a réussi à prendre une poignée de poussière avant de décoller. Les scientifiques enregistrent une réaction anormale. Dans la boîte à vide, la poussière se serait soudainement mise à briller, comme si un processus de nature inconnue se déroulait à l'intérieur. Il n'y a pas eu de confirmation, car quelques heures après ce flash, tout l'équipement est tombé en panne et les experts eux-mêmes ont failli s'asphyxier à cause de la fuite d'une substance gazeuse caustique. Depuis lors, j'ai compris que la Lune recèle des secrets qui ne cadrent pas avec la science conventionnelle. J'étais déjà en proie à la peur lorsque j'ai été convoqué une nouvelle fois. Toujours par le même homme sans un signe. Il m'a demandé de signer des documents de confidentialité et m'a dit qu'il y aurait une deuxième tentative. Pouvez-vous imaginer l'horreur que j'ai ressentie? Pourquoi, ai-je demandé, si la première tentative s'était soldée par la disparition de personnes et un contact possible avec quelque chose qui effraie tout le monde d'à moitié? Il m'a beau répondu de manière évasive. Nous avons de nouvelles données. Nous ne pouvons pas laisser ce phénomène sans surveillance. Peut-être que cela ouvrira la porte à des possibilités inimaginables. Il s'est avéré que certains cercles de haut niveau avaient pour me décider que s'il y avait des portails sur la Lune, ils pourraient être utilisés comme des armes, ou du moins comme des outils permettant de faire des bonds technologiques. Au début, je n'arrivais pas à croire à cette folle soif de pouvoir,
Mais plus j'écoutais, plus cela devenait évident. Ils étaient prêts à prendre des risques, juste pour dépasser tout le monde dans la course aux technologies ultra secrètes. J'ai reçu l'ordre de préparer un dossier sur la dernière expédition, de rassembler tous les phénomènes et données étranges. Interférences radio, brusques sauts de température, distorsion de la gravité. Il semblait que l'agence allait envoyer une nouvelle mission, cette fois-ci peut-être sans équipage ou avec un équipage partiel, mais les plans changent rapidement et personne ne révèle les informations exactes. Pendant ce temps, des événements désagréables ont commencé à se produire autour de moi. 2 collègues également, impliqués dans ce programme, ont disparu sans laisser de traces. Officiellement, ils ont quitté leur emploi et déménagé. Mais chez l'un d'eux, j'ai trouvé une note oubliée sur son bureau. C'est trop dangereux. Timur n'a pas eu de chance. Nous avons ouvert la porte à un monde étranger. Cette lecture m'a fait frémir. Mais des collègues craignaient eux aussi qu'il ne s'agisse pas d'une simple anomalie scientifique, mais d'une invasion de quelque chose. À la fin du mois de novembre, une rumeur a soudain circulé, selon laquelle quelque chose d'incroyable s'était produit. Un télescope en orbite avait détecté des ions et rayons, ou des signaux provenant de la surface lunaire et se dirigeant vers la Terre, comme si quelque chose ou quelqu'un envoyait des impulsions. Naturellement, les autorités ont tout nié, mais dans des bureaux fermés, elles ont rédigé un rapport. Vraisemblablement, la source se trouve dans la zone de l'anomalie. Les pulsations se succédaient de manière rythmée, couvrant un spectre qui n'avait jamais été observé auparavant. Et tout le monde a compris que quelque chose avait changé sur la Lune après la disparition des 2 astronautes. Je me suis demandé si eux, Timur et son partenaire, n'étaient pas revenus, mais pas dans la même forme que celle dans laquelle ils étaient partis. Ou, pire encore, le mal ne s'était-il pas insinué en utilisant leur corps et leur esprit? Mais tout cela ne semblait être qu'une imagination débridée, jusqu'à ce que je commence à entendre des chuchotements dans ma propre tête. Parfois, la nuit, je me réveillais avec des sueurs froides, rêvant que je marchais sur de la poussière de lune, que je m'approchais du bord d'un trou et que, de là, des mains, à l'apparence humaine mais sans peau grise, se tendaient vers moi et m'appelaient mal par mon nom. C'était comme un cauchemar mais trop réaliste. Je me suis réveillé en sentant l'écho de « Go, open » résonner dans mes oreilles. Le mois de décembre approchait et le centre commençait à se préparer d'urgence à une nouvelle mission. Je voyais une sorte de capsule être érigée dans un hangar, peut-être avec des robots, ou un pilote automatique pour l'envoyer sur la Lune, mais sans trop de publicité. Aurait Banro-t-il vraiment pu lancer un 2e Apollo? Les idées se mélangent. Tout le monde chuchote, regarde autour de soi, comme s'il y avait un espion à chaque coin de rue. Et puis, à la mi-décembre, un événement était venu contrecarrer tous les plans. Une nuit, la combinaison spatiale de Timur, celle-là même qui avait été ramenée sur Terre. Mais Timur lui-même n'a pas été ramené, son corps était resté introuvable, s'est soudain retrouvée au centre de l'entrepôt, alors qu'elle avait été placée à l'origine dans une boîte scellée pour la recherche. La combinaison a été retrouvée au matin, dans une position qui donnait l'impression que quelqu'un s'y était tenu debout. Je ne dis pas qu'il y avait un corps à l'intérieur. Non, il semblait vide, mais il était debout, fixe, et le casque regardait droit vers les personnes de qui sont entrées. Lorsque l'un des ouvriers s'est approché, le scaphandre s'est effondré, des éclats et de la poussière sont tombés du casque. La panique s'installe instantanément. Mes supérieurs m'ont dit de le ramener dans la boîte et de n'en parler à personne, mais j'ai entendu des gens murmurer « C'est un signe, quelque chose était venu à nous, il a traversé le portail ». Peut-être n'était-ce que des spéculations, mais vu l'atmosphère électrique qui régnait dans le centre, il était impossible de ne pas croire à quelque chose de surnaturel. À peu près au même moment, dans l'un des couloirs,
j'ai rencontré un homme étrange, vêtu d'un costume austère. Il me semblait étrangement familier, bien que je ne me souvienne pas où je l'avais vu. Il est passé devant moi, s'est arrêté, s'est retourné et m'a regardé en face. Ses yeux étaient étrangement vides, comme s'ils étaient dans des miroirs. J'ai failli crier, car pendant un instant, j'ai cru que c'était le regard de Timur, mais le visage était différent. J'ai eu la chair de poule sur tout le corps. L'homme s'est retourné en silence et a disparu. Plus tard, j'ai demandé aux gardes qui cela pouvait être, mais personne ne le savait. Les caméras de la station semblaient mystérieusement éteintes. Fin décembre, l'agence a pris une décision définitive. Ne plus toucher à cette anomalie. Ils ont semblé effrayés et ont décidé que le risque était trop grand. Il y a eu un ordre de détruire ou de préserver toutes les données relatives au portail. Mais je savais que quelqu'un à l'étage supérieur n'en resterait pas là. Au contraire, ils ont simplement confié le projet à d'autres agences qui pouvaient donc travailler encore plus secrètement et plus follement. Le jour de Noël 1976, je suis resté au bureau pour trier de vieilles archives. Pour une raison ou une autre, j'ai voulu consulter le dossier personnel de Timur. Parmi les entrées habituelles, j'ai trouvé une petite note. Le sujet présente une susceptibilité accrue à la psychrésonance. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais il devait s'agir d'une sorte de propriété psychophysiologique spéciale. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pris. Peut-être comptait-il sur lui pour entrer en contact avec les habitants ou créateurs du portail. Sur la page effilochée, il était écrit « Forte probabilité de communication bilatérale ». Un frisson m'a parcouru l'échine. Ce n'était donc pas un accident. Ils ont pris un risque délibéré. Et quand Timur a disparu, ils ont compris que cela pouvait se retourner contre eux. C'est peut-être pour cela que je vois maintenant ces fantômes, ces pas et ces étranges étrangers. Ils viennent donc par la brèche que nous avons créée. Les événements se sont ensuite succédés à un rythme soutenu. À la fin de l'année, nous avons procédé à un remaniement. Toute une série de personnes ont été licenciées ou transférées dans d'autres services. J'ai vu nos dossiers de rapport détruits, nos disques durs arrachés. La mission officielle Apollo 18 n'a jamais été mentionnée. Elle n'existait pas. On m'a mis au pied du mur. Partir, se reposer, oublier le travail. Tout le monde devait se taire. Mais comment oublier si la nuit je continuais à faire des rêves horribles sur l'échec de la lune, sur le bruit poisseux des pas, sur les voix d'autres personnes qui m'appelaient? J'ai senti que le lien n'était pas rompu, comme si quelque chose tirait de la lune vers la terre sur un fil invisible. Pendant un instant, j'ai eu peur de devenir fou, mais j'ai fait quelque chose. J'ai sauvegardé des copies de quelques documents sur microfilm et je les ai cachés sous le plancher. Je me suis alors dit qu'un jour, peut-être, je pourrais prouver que tout était vrai. La nouvelle année 1977 est arrivée, et il semblait que tout était calme. Mais non, dès le mois de janvier, il y a eu cette panne de communication inexpliquée avec l'un des satellites espions qui a également volé près de la Lune. Et de nouveau, des rumeurs ont circulé selon lesquelles des éclairs anormaux avaient été détectés à l'endroit même où Timur et son partenaire avaient disparu. Je n'avais plus d'accès direct, ayant été viré de mon ancien poste. Mais en coulisses, on disait que les images montraient la formation de nouveaux trous à proximité du premier, comme si les portails se multipliaient. Pourquoi? Peut-être s'ouvraient-ils de plus en plus largement, laissant s'échapper ce qui n'était pas censé quitter le sous-sol lunaire. En février, nouveau coup dur. J'apprends que le troisième membre de l'équipage, le pilote qui était revenu vivant, a été retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses. Le corps avait été découvert dans sa maison, portes et fenêtres fermées, de l'intérieur, sans aucune trace d'effraction. La police a conclu à un suicide, bien qu'il n'y ait aucun signe d'un tel acte.
Des connaissances m'ont dit que sur le mur était écrit à la peinture rouge quelque chose comme « Ils arrivent ». Personne ne savait qui avait laissé cette inscription. Les médecins ont été choqués de voir à quel point le visage du pilote était déformé, comme s'il avait éprouvé une terreur mortelle avant de mourir. Pour moi, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Je me suis rendu compte que toutes les personnes impliquées, d'une manière ou d'une autre dans cette histoire de portail sur la Lune, étaient en train de mourir ou de disparaître. Ce n'était qu'une question de temps avant que ce ne soit mon tour. Mais par peur, ou peut-être par culpabilité, j'ai continué à fouiller dans les bribes d'informations, essayant de comprendre quel genre de pouvoir se cachait sur ce cercle lunaire. En feuilletant des articles scientifiques sur la Lune, je suis tombé sur une théorie abandonnée, comme si la Lune n'était pas seulement un corps cosmique, mais un objet qui pourrait éventuellement contenir des cavités d'origine humaine. Cela ressemble à une conspiration absurde, mais je me suis souvenu que les rapports sur la mission Apollo 18 faisaient état d'un étrange tintement acoustique du sol lunaire. Peut-être qu'une partie de la Lune cache d'anciennes structures laissées par des visiteurs inconnus. Et s'il y a des portails, ils peuvent m'emmener n'importe où, à d'autres dimensions, à d'autres civilisations. Et nous avions bêtement pénétré dans ces portails, réveillant ainsi une force interdite. Pendant que je réfléchissais, l'étranger aux yeux vides a commencé à me rendre visite. Soit je délirais, soit il venait dans mon sommeil, se tenant dans un coin de la chambre et me regardant en silence. Lorsque je sautais du lit et allumais la lumière, il n'y avait personne. Mais une nuit, je me suis réveillé avec la sensation que quelqu'un chuchotait dans l'obscurité. « Ouvrez le chemin !» C'était la voix familière de quelqu'un, comme celle de Timur, mais complètement inerte et froide. Je ne pouvais plus distinguer la réalité de l'hallucination. J'ai cru que mon psychisme était en train de s'effondrer. Puis j'ai remarqué que mon reflet avait disparu du vieux miroir du couloir lorsque je me tenais devant. Je n'ai pas compris comment c'était possible, mais en un instant, je ne me suis plus vu. Je n'ai plus eu qu'une vague silhouette. J'ai crié de panique, appelant à l'aide, mais au bout d'une seconde, le reflet est revenu, comme si rien ne s'était passé. Certains des médecins que je connaissais ont laissé entendre que tous ceux d'entre nous qui étaient entrés en contact avec les données du portail avaient été exposés à une radiation inconnue qui détruisait leur psychisme. Ou peut-être avions-nous été frappés par une malédiction, si l'on en croit les versions de l'autre monde. Bien sûr, il n'y avait aucune preuve, mais je sentais de plus en plus fortement que j'étais attiré dans l'abîme de la volonté de quelqu'un d'autre. À la fin du mois de mars 1977, je me suis échappé de la ville. J'ai essayé de me cacher dans la nature, afin de ne pas sentir le regard de ceux qui pouvaient me suivre depuis l'agence, et de ne pas entendre les chuchotements. Là, dans une petite maison de village, j'espérais me calmer, mais la nuit, je voyais toujours la lune suspendue dans le ciel de manière inquiétante, et j'imaginais qu'elle me surveillait. Une fois, en regardant le disque lunaire, j'ai remarqué qu'il y avait une lueur rougeâtre sur les bords, comme une tache de sang. C'est fou, bien sûr, mais cela m'a fait froid dans le dos. En avril, j'ai été retrouvé par l'un de mes anciens collègues du centre, qui s'appelle, disons, Ruben. Je lui donne à nouveau un nom russe, pour ne pas enfreindre vos instructions. Il est apparu de nulle part, l'air décharné, et m'a dit à voix basse « Il faut que je vous parle ». Ruben a dit qu'il avait reçu des documents anonymes indiquant qu'Apollo 18 n'était pas la seule tentative. Il disait que quelque chose d'autre avait été tenté après l'échec. Peut-être une station non habitée qui était censée pénétrer profondément dans l'échec, et comme si cette station avait transmis une sorte de vidéo. Ruben n'en vit qu'un bref fragment, des cavernes sombres sous la surface lunaire, et là, dans les profondeurs,
une silhouette à peine discernable, comme un homme en scaphandre, mais complètement immobile. La caméra a zoomé de plus près et il est apparu que le scaphandre était vide et qu'à côté se trouvait quelque chose qui ressemblait à une substance de cuir séché avec un crâne humain qui dépassait. Cela pourrait être le partenaire de Timur ou Timur lui-même, chuchote Ruben. Mais alors, qui nous suit autour de la Terre avec ses yeux? Nous avons essayé d'élucider ce cauchemar. Il semble que ces deux astronautes soient bas morts et se soient décomposés dans ce donjon, et que quelque chose qui y habite ait copié leur essence, comme s'il avait capturé une image, une coquille. C'est peut-être ainsi qu'elle peut partir à la chasse, se nourrir de nos peurs, s'emparer de nos esprits. Oui, c'est un peu fou, mais je ne voyais pas d'autre logique, alors que les morts étranges se multipliaient autour de moi. Ruben disait qu'il échappait à la persécution. Il voyait apparaître de nouveaux employés dans l'agence. Personne ne les connaissait, mais ils faisaient le tour des bureaux, classant les affaires, intimidant les témoins. Il soupçonnait qu'il s'agissait des mêmes autres forces, peut-être des êtres d'un autre monde eux-mêmes, ou des personnes qu'il contrôlait. Ruben était sur le point de fuir à l'étranger, craignant pour sa vie. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui poser la question. Que pensez-vous qu'il va se passer maintenant? Après tout, ne vont-ils pas essayer de s'emparer du monde? Ruben a fait un signe de la main. C'est peut-être déjà arrivé. Il a ensuite disparu. Je ne sais pas s'il est arrivé jusqu'au refuge, s'il a été rattrapé, ou quelque chose de pire. Ce n'est qu'occasionnellement, à la nouvelle suivante de suicides étranges parmi d'anciens employés, que je me suis souvenu de son visage pâle. Entre-temps, le printemps 1977 s'est transformé en été, et les rumeurs de nouvelles anomalies lunaires ont refait surface. Les agences spatiales de différents pays déclarent périodiquement « Nous voyons des incohérences dans les données lunaires, mais il doit s'agir d'erreurs. » Mais peut-être ont-elles aussi appris quelque chose et gardent-elles le silence. J'ai essayé de ne pas m'en mêler, mais le passé ne voulait pas me lâcher. J'ai fait des cauchemars dans lesquels je me tenais au bord d'un trou. Un vent froid soufflait de l'intérieur, et des mains familières, à la peau rugueuse, m'ont tendu la main et m'ont arraché à la réalité. Une nuit, je me suis réveillé en entendant un bruit étrange dans ma chambre, comme si quelque chose grattait le sol. Prenant une torche, j'ai regardé prudemment autour de moi et j'ai vu de légères marques sur la moquette qui ressemblaient à des empreintes de mains, mais qui étaient trop longues. La porte était fermée de l'intérieur. Qui aurait pu entrer, si ce n'est quelque chose d'intangible? J'ai ressenti une envie folle de courir, mais j'ai réalisé où aller. Il me trouverait n'importe où. Un peu plus de temps s'est écoulé, et j'ai appris que les militaires allaient détruire cette zone de la Lune si elle représentait une menace. Des rumeurs faisaient d'état de plan visant à envoyer une charge nucléaire ou une sorte d'explosion thermique pour faire s'effondrer les rochers et enterrer le portail. Mais ont-ils résolu le problème? J'en doute, car parmi les rumeurs concernant le potentiel inestimable des portails, il y a sûrement assez de gens qui veulent les préserver et les explorer davantage. Un jour, à la fin de l'été 1977, je suis tombé sur un autre morceau des notes du pilote d'Apollo 18, apparemment prise avant sa mort. Il y décrit comment, pendant le vol, il a vu une structure sur la Lune qui semblait faire partie d'un ancien complexe, avec des symboles gravés qui ressemblaient à des boucles serpentines. Il écrit « Ce ne sont pas seulement des portails, ils semblent être des portes vers un autre espace où les lois habituelles ne s'appliquent pas. » Timur a parlé de sons qui arrivaient là directement au cerveau, appelant à se rendre à l'arche. En lisant cela, j'ai ressenti une démangeaison au niveau des tempes, comme si quelque chose me murmurait aussi « Viens ». C'était comme si cette lecture, elle-même, éveillait un contact,
comme si elle activait un canal. En regardant autour de moi, j'ai remarqué que les choses allaient de plus en plus mal. Les gens disparaissaient et il y avait de plus en plus d'histoires de sosies dans la ville qui apparaissaient de près des maisons, mais quand on les vérifiait, leurs visages étaient impossibles à décrire. On dit que quelqu'un a vu une silhouette en combinaison spatiale à un carrefour au milieu de la nuit. Qu'est-ce que c'était si ce n'est une hallucination ou le passage de quelque chose d'étranger à nous? Je me suis alors souvenu des paroles du pilote. Nous avons ouvert la porte. Peut-être ces phénomènes anormaux étaient-ils des conséquences? En même temps, tout indiquait que les autorités, malgré leurs craintes, ne voulaient non pas clore le sujet. Après tout, si les portails donnent accès à des ressources incompréhensibles, peut-être surpuissantes, ils ne s'arrêteront pas, et le cauchemar ne fera que s'intensifier. C'est un jour d'automne que j'ai réalisé que j'étais en réel danger de mort. J'ai été trouvé par un homme qui s'est présenté comme un coursier et qui m'a remis une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur se trouvait une photographie de la même défaillance sur la Lune, prise, selon les métadonnées, en août 1977. Elle montrait que le trou s'était élargi et qu'il y avait maintenant plusieurs autres petits trous autour de lui. La légende au bas de la photo était la suivante. « Ils arrivent, ils arrivent ». Un sentiment étrange m'a habité, comme si cette enveloppe était un avertissement ou une tentative de m'attirer davantage. À partir de ce moment-là, je n'ai plus pensé à rien d'autre. L'image de la surface lunaire, truffée d'ennemis, menant tout droit à un monde inconnu, était devant mes yeux. Une question me traversait l'esprit. Et si Timur n'était pas mort, mais était devenu le porteur de la volonté de quelqu'un d'autre, pourrait-il revenir sur Terre physiquement? Ou était-il déjà revenu sous la forme de ces ombres effrayantes qui se glissent dans nos chambres? Une semaine plus tard, mon appartement a commencé à connaître des pannes électroniques. Les lumières clignotaient ou explosaient. La radio faisait des bruits étranges. Un soir, la radio s'est soudainement allumée toute seule et j'ai entendu des grésillements « Ahula, you can't hide, the moon ». Puis un grincement. Je n'en pouvais plus. Mon cœur battait la chamade, mes paumes transpiraient. J'avais envie de me taire, de partir loin, même au bout du monde. Mais je sentais que c'était inutile. Bientôt, j'ai reçu une autre terrible nouvelle. Le corps d'un des hauts responsables du programme lunaire avait été retrouvé dans la rivière, dans des circonstances peu claires. Avant qu'il n'ait eu le temps d'appeler un collègue et de crier hystériquement « Je les ai vus dans le miroir, ils sont déjà là !» Et la connexion a été coupée. Je n'avais plus aucun doute sur le fait qu'une force s'était échappée du portail lunaire et qu'elle était en train d'infiltrer notre monde, de se venger de notre invasion ou d'avoir l'intention de nous absorber. Pendant ce temps, le gouvernement préférait garder le silence, cachant les preuves. Les fonctionnaires craignaient la panique ou espéraient tirer profit d'un contact avec ces entités inconnues. Mais la vie des personnes concernées s'écroulait. À la fin de l'année 1977, il ne me restait pratiquement plus aucune connaissance de l'ancienne équipe. Certains étaient morts, d'autres avaient disparu, d'autres encore avaient été internés dans des institutions psychiatriques. Je sentais que le même sort m'attendait, mais je ne savais pas quoi faire. J'ai essayé d'envoyer un tuyau anonyme à la presse, mais il a été rapidement étouffé. Personne ne voulait publier d'histoires folles, et je suppose que les structures secrètes devaient être à l'affût de toute fuite. Je devais vivre, m'attendant chaque jour à ce que l'on frappe étrangement à ma porte, ou à ce que la présence de quelque chose d'inhumain près de moi me donne des frissons. Parfois, j'apercevais dans la foule la silhouette familière d'une personne en bleu de travail. Je voyais ses yeux vides et je me rendais compte qu'il s'agissait de l'ombre de Timur ou de l'ombre de quelqu'un d'autre qui avait disparu. Ce qui était effrayant, c'est que ces rencontres ne se poursuivaient jamais.
Dès que je clignais des yeux, la silhouette disparaissait. À l'approche de 1978, j'ai eu l'impression que le monde entier devenait lentement fou. Il y avait des phénomènes lumineux, anormaux dans le ciel, des signaux étranges sur les ondes courtes. Les gens se plaignaient de visions plus fréquentes, de cauchemars récurrents, impliquant la Lune. Des articles de journaux parlaient de l'intérêt accru pour l'espace, de l'influence d'Hollywood, etc. Il s'agissait d'une vague montante de quelque chose de sinistre. Cela peut vous sembler relever de la conspiration, mais je suis convaincu que tout cela découle de la découverte de ces portails sur la Lune en 1976. Apollo 18 n'a pas simplement disparu de l'histoire. Son équipage a été confronté à une force ultime, et en violant les anciennes chambres, nous avons permis à cette force de déplacer ses tentacules dans notre réalité. Aujourd'hui, après de nombreuses années d'oppression des souvenirs, je remarque que de nouvelles publications scientifiques et sur les anomalies lunaires paraissent périodiquement, mais qu'elles ne mentionnent pas de faits vraiment terribles. La plupart des gens croient encore que le programme lunaire s'est terminé bien avant 1976 et que la mission Apollo 18 n'a jamais existé. Officiellement, c'est le cas. Mais ce que je sais, c'est que les photos, les négociations, les rapports, tout cela était réel. Des centaines de documents. Et je sais comment on a cherché à les effacer, à les brûler, à les détruire jusqu'au dernier lambeau. Quand je regarde le ciel, je vois à chaque fois ce gigantesque trou mort où ont disparu les deux intrépides astronautes. Je les imagine peut-être errant dans les couloirs d'une dimension insondable, ou peut-être devenus depuis longtemps des coquilles contrôlées par des entités de l'au-delà. Je sens ces entités tissées dans nos pensées, dans nos peurs. Il y a quelques mois, j'ai reçu un appel anonyme. Brouillage, parasite, puis une voix étouffée. J'ai trouvé un autre portail, sur la face cachée de la Lune. Il s'ouvre plus fort. Après cela, la connexion s'est interrompue. Pas d'autres détails. Peut-être que quelqu'un se moquait de moi, mais je sais trop bien qu'une telle nouvelle n'est jamais infondée. Sinon, pourquoi y aurait-il des remous dans les cercles gouvernementaux à chaque fois qu'une telle nouvelle est annoncée? Une chose que j'ai apprise, c'est que si une chose capable de créer des transitions entre les mondes s'est installée sur la Lune et que nous l'avons perturbée, il n'y a aucune garantie qu'elle ne se propagera pas plus loin. Elle pourrait attendre le bon moment pour frapper. Notre complaisance a un prix élevé. Assis derrière la lampe tamisée, me souvenant de tous ces détails, j'essaie de garder mon sang-froid. Il est difficile de ne pas perdre la tête lorsqu'il y a un trou béant quelque part sur la Lune, une froideur extraterrestre qui s'infiltre, et des figures sans visage qui errent sur la Terre, surveillant quiconque en sait trop. Parfois, j'ai la sensation que la réalité change, que quelque chose se déforme soudain dans les coins de mon champ de vision, dans les ruelles, dans les reflets des miroirs. Parfois, j'entends un hurlement lointain, comme un vent cosmique, alors que je suis assis dans une pièce fermée. Je pense que c'est un écho de la même influence. J'ai vu des nations puissantes poursuivre secrètement l'exploration spatiale, le plus souvent sous le couvert d'expériences scientifiques. Chaque fois qu'ils envoient une nouvelle sonde, je tremble. Et s'ils se rendent à nouveau sur les portails lunaires, ils ne peuvent pas résister à la tentation. Et alors, quelque chose s'ouvrira à nouveau, élargissant le fossé entre les mondes. Peut-être est-ce là notre sentence, une lente plongée dans un cauchemar. Je ne sais pas comment cette histoire se termine. Peut-être que le monde est déjà condamné et que tout a commencé cette nuit d'août 1976, lorsqu'Apollo 18 s'est élancé dans le ciel et a atterri dans un quartier dangereux. Vous n'êtes pas obligé de croire un mot de ce que je dis, si vous le voulez. Vous pouvez réduire cela à l'histoire d'une mission secrète qui s'est terminée en tragédie. Mais je pense que la vérité est
plus effrayante que la fiction. Certains pourraient la penser qu'il ne s'agit que de rumeurs et d'absurdités, que les portails n'existent pas. Mais pourquoi alors tant de morts tragiques et de disparitions parmi les astronautes et le personnel du programme lunaire? Pourquoi des documents, accessibles seulement à quelques privilégiés, mentionnent-ils des signaux anormaux et des flashs à un endroit où il n'y a donc jamais eu d'atterrissage? Pourquoi les mots « porte lunaire » reviennent-ils parfois dans les conversations des agences de renseignement? Chaque fois que l'on demande qui a financé Apollo 18 et où sont les vrais rapports de mission, la réponse est le silence. Officiellement, tout est effacé. Ceux qui connaissaient la vérité se taisent dans leur tombe ou tremblent moment de peur, comme moi. Pourtant, la rumeur perdure. On dit que la Lune n'est pas aussi déserte qu'on le pensait, et peut-être que notre monde entier est tenu en haleine avant que nous n'ouvrions les portes pour de bon. Toute cette Olys histoire m'a laissé une profonde cicatrice. Je me souviens qu'au cours d'une réunion d'information, avant le lancement d'Apollo 18, quelqu'un a dit « Si nous découvrons qu'il existe vraiment un autre passage, est-ce que ce sera un bienfait pour l'humanité ?» Et un autre de répondre « Ou une malédiction ?» À l'époque, ces mots m'ont semblé forts et tirés par les cheveux. Mais aujourd'hui, je vois à quel point ils sont justes. Nous ne savons pas ce qui se trouve de l'autre côté. Et est-ce que c'est ce qu'il y avait au début ou est-ce que nous le façonnons? Nous ne pouvons que deviner combien d'autres trous de ce type s'ouvriront sur la Lune, ou peut-être déjà ici, sous nos pieds, si nous n'arrêtons pas de jouer avec le feu. Mais la cupidité des hommes, motivés par la peur ou le désir de domination, les pousse à continuer. Et j'ai froid dans le dos chaque fois que je vois la Lune briller un peu plus dans le ciel nocturne, et que son disque nous regarde avec sa joie silencieuse. C'est comme si elle savait depuis longtemps comment ce jeu allait se terminer. Apollo 18 s'y est rendu en 1966, même si cela ne figure pas dans les livres d'histoire. Un couple de casse-cou est descendu dans les profondeurs insondables, a rencontré quelque chose qui n'a pas de nom et a disparu dans un monde étranger. Et aujourd'hui, peut-être, ce monde nous regarde à travers leurs yeux. Chaque jour, je suis de plus en plus convaincu qu'il n'y a rien de bon à attendre. Mon histoire n'a pas pour but de convaincre. Je raconte simplement ce dont j'ai été témoin et ce qui me revient encore le soir. Parfois, quand je me regarde dans le miroir, je ne m'y vois pas, juste une lueur éblouissante, suivie d'une tache noire déchiquetée, comme une caverne sans fond, comme le trou dans la Lune. Je retiens ma respiration, je détourne le regard, et quand je regarde à nouveau, le reflet est toujours là. Tout semble normal, mais il n'y a pas de paix à l'intérieur. Chaque fois que le vent se tait, j'entends un bref murmure à la limite de l'audible. Nous sommes là. C'est comme si une entité inconnue avait percé l'espace lunaire et continuait à chercher le contact. Et cela semble se renforcer avec le temps. Peut-être que ce que je vous ai dit n'était qu'un fragment d'une vérité bien plus horrible. Mais il y a plus que ce que je ne sais pas et que je ne veux pas savoir. C'est assez pour que je me sente comme un prisonnier tremblant dans un monde où la Lune n'est plus seulement un satellite de la Terre. Pour moi, c'est un portail, derrière lequel se cache un abîme noir. Il fait nuit noire devant la fenêtre. La Lune est là, au-dessus des toits, éclairant faiblement les rues. Et mes mains tremblent à l'idée que tout rayon de lune pourrait être un signal ou un regard. Je sais qu'Apollo 18 a atteint ce cercle cette nuit-là et qu'il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Et ce qui a commencé alors semble ne jamais devoir se terminer.